Chers amis, bonsoir. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous culturel et vespéral, mais surtout littéraire, culture, l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous pour raisonner et déraisonner ce soir avec le thème que nous allons aborder avec mes aimables invités. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de vous présenter tout d'abord Madame Jamila Al-Hal. Madame Al-Hal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci de m'inviter. C'est un plaisir de vous recevoir après celui de vous avoir lu. Vous fûtes éditrice littéraire jeunesse et vous vous consacrez à présent à la littérature. Vous êtes auteur de 2 ouvrages, un premier qui s'intitule « Tu es plus libre que tes geôliers » et tout récemment, vous avez publié un second roman qui s'intitule « Je te pardonne » et que nous allons aborder ce soir avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous. Merci à vous. Et l'autre regard nous sera fourni par Madame Sekina Silia Lateb. Madame Lateb, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous suivre. Merci à vous d'honorer cette invitation. Vous êtes journaliste, directrice d'une agence de communication, auteur de 2 essais et d'un roman. Nous allons d'abord aborder avec vous le roman qui s'intitule « Les chemins raisonnés ». Puis nous verrons un guide de cosmétiques naturels où, contrairement à son titre, il ne s'agit pas juste de produits de beauté, mais de la dimension justement naturelle et de toute une hygiène de vie. Et enfin, nous allons plonger avec vous dans le terroir avec proverbes et dictons kabyles et nous allons aborder l'oralité. Mais avant l'oralité, nous commencerons par ces chemins raisonnés, roman que vous avez publié tout récemment en 2024. Merci encore d'être parmi nous ce soir. Merci d'avoir lu le roman et merci de m'avoir invité pour en parler. C'est toujours un plaisir et de vous recevoir et de vous avoir lu. Droit d'aînesse, si vous permettez, je me tourne vers Madame Al-Hal et ce premier roman, « Je te pardonne », où vous nous présentez une galerie de personnages que nous allons découvrir ensemble et où le personnage principal, qui est la narratrice, est le prototype de la femme courage, de la mère courage, du courage fait femme. Oui. Oui, j'ai choisi justement un type de narration à la première personne pour lui donner une voix. Certes. Voilà, pour donner une voix, c'est un choix assez risqué parce que bon, on a le point de vue d'une seule personne, mais je me suis dit que ça donnait une immersion plus profonde avec la psychologie de notre héroïne, avec ses émotions brutes, avec ses pensées les plus profondes. Effectivement, c'est une femme courage parce qu'elle doit, disons, le roman aborde des thèmes assez universels mais perturbants, comme la jalousie, la méchanceté, la trahison, etc., à laquelle on peut faire face, et montre l'ambivalence des relations familiales. Quand on est censé trouver du réconfort auprès de notre famille et qu'on le trouve auprès d'étrangers. Et que donc on évolue au milieu de tout ça. Il y a des luttes multiformes d'ordre financier, professionnel, personnel, des luttes avec les autres, avec soi-même, etc. Il y a tous les bouleversements de la société qui font que bon, ça ne glisse pas sur nous, ça nous marque, parfois ça donne un cours inattendu à notre destin et notre héroïne évolue au milieu de tout ça. Alors, donc, elle évolue au milieu justement d'une galerie de personnages. Il y a Hafsa qu'on découvre comme une mère veuve qui n'a plus toute sa tête, on va y arriver. Badra, qui est la sœur, elle aussi veuve, aigrie et quasiment cruelle, voire cruelle. Oui. Malika, on va en parler, c'est l'une des sœurs. La fratrie de la narratrice. Les hommes. Voilà, les hommes. Hamid, Nouri et Uthman. Et en vous lisant, c'est frappant de constater dans cette famille, mais dans d'autres aussi qu'on voit dans notre vie quotidienne, j'allais dire réelle, mais il n'y a rien de plus réel que la littérature, on voit cette transition de la famille élargie vers la famille nucléaire, et très souvent, cette transition se traduit par la dislocation des familles et par ce qu'on appelle qati'at ar-rahim, c'est-à-dire que tout le monde est éparpillé et les liens sont complètement dissous. Oui, alors généralement on présente les choses de manière assez édulcorée quand on parle de la famille algérienne, donc l'entraide, la solidarité, etc. Souvent la réalité était un petit peu plus cruelle et un petit peu plus dure que plus dure que la fiction, parce que moi j'essaye quand même de trouver des moments d'espoir, etc. Mais effectivement, on passe de la grande famille où tout le monde vit sous le même toit à la famille éclatée où chacun doit se débrouiller avec ce qu'il a.
Et c'est à ça qu'est confrontée l'héroïne. Elle passe d'une famille qui est relativement aisée, qui habite une grande maison, avec le père, on va dire, qui veille sur tout le monde, la mère, etc. Le patriarche dans toute sa... Le patriarche qui ne laisse de place à personne, parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui finance, c'est lui qui fait tout. Et un beau jour, le père disparaît, cette figure paternelle va disparaître. Bon, il se passe des choses avant, bien sûr, mais lorsque la figure paternelle va disparaître, il va y avoir un effondrement, en fait, de tout l'édifice. Et certaines ambitions ou certaines malveillances vont se manifester, qui étaient cachées par cette figure paternelle. Elles vont donner libre cours aux individualismes et aux égoïsmes. Aux individualismes et aux égoïsmes. Et c'est à ça qu'elle va être confrontée. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'il y a ça, mais à un moment donné, je montre, c'est aussi une célébration de la capacité humaine à passer de la haine à la compassion et au pardon. Parce qu'en fait, quand on est dans ses propres luttes, quand on est dans ses propres tourments, on se regarde soi-même, on est dedans. Et puis si à un moment donné, il va se passer quelque chose d'important qui va dessiller le regard de mon héroïne en l'occurrence et qui va faire qu'elle va regarder les autres. Pourquoi les autres en sont arrivés là ? Pourquoi ils en sont là? Qu'est-ce qui les a menés? On n'est pas méchant comme ça, on n'est pas forcément méchant ni cruel. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie et qui fait que notre personnalité est transformée. Et quand on commence à s'intéresser à l'autre, quand on commence à regarder l'autre, là, il se passe justement ce cheminement vers la paix intérieure. Donc c'est un petit peu ça le... C'est-à-dire que nous sommes le produit de notre histoire individuelle et collective. Tout à fait. Et voilà, c'est cette lucidité-là aussi qu'il faut avoir dans les rapports humains. Oui. Dans le roman, on voit aussi les hypocrisies qu'il peut y avoir dans les rapports les plus fraternels, au sens le plus biologique du terme. Par exemple, et ce passage m'a beaucoup à la fois frappé et amusé. La narratrice dit de sa sœur Malika, qui est expatriée en Belgique, elle dit « Depuis qu'elle vit en Belgique, personne à ma connaissance n'a jamais vu la couleur de sa devise. Pourtant, elle est traitée comme une reine dès qu'elle met le bout du pied chez nous. Il n'est pas nécessaire d'être prodigue de son argent pour être considéré. Il suffit d'en avoir. » Il suffit d'en posséder, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ça, c'est toute l'hypocrisie des relations humaines et c'est toute la fascination qu'exerce l'argent. Et le statut social. Et le statut social sur les gens. Et puis, dans d'autres moments du livre, je dis, elle a pris conscience que pour être bien considérée et que pour s'en sortir, elle ne doit pas montrer ses faiblesses. Elle doit afficher un certain stoïcisme, elle doit montrer qu'elle va bien s'habiller, elle va montrer qu'elle peut dépenser de l'argent, etc. Et elle va aussi changer son regard sur elle-même, elle va être moins disponible pour les autres, parce que ça va lui donner une sorte de prestige et de la considération. Parce qu'on considère les gens qui sont forts, les gens qui ont du pouvoir et les gens qui ont de l'argent. Il y a une sorte de fascination pour l'égoïsme. Il y a une fascination, oui, il y a une fascination parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme aussi dans les rapports humains, qu'on le veuille ou non. C'est peut-être notre instinct de survie qui fait qu'on pense d'abord à soi. Ou une idéologie de plus en plus dominante aussi. Peut-être, oui. Et donc, oui, effectivement, donc, cette fascination pour l'argent, pour le paraître, etc., qui est très prégnante dans la société et dont nous souffrons et dont il est très difficile de s'affranchir. Pourtant, tout est bien qui commence bien pour la narratrice, puisqu'elle est jeune, elle rencontre ce qui semblait être l'amour de sa vie, elle fait un mariage d'amour avec Brahim, et Brahim très vite, c'est un fonctionnaire dans la santé publique, mais il nourrit des rêves de gloire à travers la chanson, et là on retrouve le drame de l'artiste ou du rêveur de manière générale, qui veut vivre une vie, comme disent les anglo-saxons, larger than life, mais qui végète dans son quotidien qu'il juge indigne de lui. Brahim va avoir l'opportunité d'exercer sa passion, cependant il entre dans le monde de la nuit, dans tous les sens du terme, et là c'est là que commence le drame pour le couple. Oui. Quand elle se marie avec Brahim, elle fait effectivement un mariage d'amour. Et je le dis à un moment dans le roman, ni lui ni elle n'ont suffisamment d'expérience derrière eux pour savoir exactement où ils vont et ce qu'ils veulent. Lui, il est dans cette... et puis sa belle-mère, à un moment, elle va lui dire, tu as fait un mariage d'amour, foutaise ma fille. Tu n'as été qu'un lampion qui a brillé un peu plus fort et un peu plus longtemps que les autres. Et quand tu t'éteindras, il ne sera pas là pour allumer ta flamme.
et que donc tu ne dois compter que sur toi-même. Et en acceptant cet amour, en se mettant à fond dans cet amour, elle a renoncé à quelque chose de très important, et c'est son instruction. Certes. Elle a renoncé à l'école parce que dans certains milieux, on considère que le savoir, au-delà d'un certain niveau, n'est qu'une coquetterie à la réputation surfaite, qui ne nourrit pas son homme. Il vaut mieux avoir de savoir-faire, de la tchatch, etc. C'est mieux que d'avoir des diplômes. Il y a cette façon de réfléchir. Et donc, en fait, on a l'impression qu'elle est partie avec le meilleur des atouts, c'est-à-dire l'homme de sa vie. Mais en réalité, elle a laissé derrière elle tout ce qui pouvait lui servir à affronter la vie. C'est-à-dire de l'instruction et de l'expérience. Voilà. Et pour Brahim, ben oui, lui non plus n'a pas beaucoup d'expérience. Il a l'impression qu'il est heureux, il a une femme qu'il aime, etc. Mais dès que l'occasion se présente et qu'il entre dans le monde de la nuit, parce que lui c'est un fonctionnaire, mais avant tout c'est un chanteur. Il aime chanter, il chante le raï. Le raï est un genre musical assez transgressif. Certes. Assez transgressif. Et donc lui, il est là-dedans, il voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent à lui qu'il n'aurait jamais soupçonnées. Il n'aurait jamais soupçonné que ce monde-là existe. Et il se laisse embarquer, mais alors à fond. Et en se laissant embarquer dans ce monde, il renonce un peu à sa vie douillette et confortable. Et le drame, effectivement, de cette famille commence comme ça. On va suivre la descente aux enfers de Brahim et sa déraison. Oui. Néanmoins, on va s'intéresser d'abord à un personnage un peu plus raisonnable, Sophia, la bien nommée. Je me tourne vers Sakina Silia Latab et son roman Les chemins raisonnés avec votre personnage principal, Sophia. Est-ce que vous avez joué sur l'onomastique en l'appelant Sophia, justement, qui signifie sagesse? Effectivement, tout ce que j'aborde dans le roman est très très profond et philosophique, donc j'essaye de jouer sur les mots pour lancer des messages subliminaux. Alors, qui est Sophia, justement? Alors, Sophia est une jeune étudiante qui fait ses études en Algérie et qui décide de partir en Occident pour finir ses études et y travailler. Et c'est à travers elle que j'aborde la problématique psychosociale de l'immigration. Alors, c'est aussi une passionnée de littérature. Effectivement, elle aime beaucoup la littérature, la science, l'écologie, tout ce qui est philosophie, siècle des Lumières et grands philosophes. C'est une passionnée de littérature, en quête d'amour. Impossible de ne pas voir en elle, à travers la lecture, quelques traits de bovarisme. Effectivement, donc comme toutes les jeunes filles de son âge, Sophia qui a 20 ans, lit beaucoup de romans à l'eau de rose et s'y identifie. Et elle souffre d'une certaine névrose d'abandon. Comme la plupart des femmes, et maintenant même les hommes commencent à être concernés, le syndrome d'abandon et de la dépendance affective affecte de plus en plus les gens parce que on a tous en nous une part solitaire et on est à la recherche d'un idéal qu'on ne peut pas forcément obtenir. Donc on est déçu à travers les relations humaines qui sont de plus en plus consomméristes, si je puis employer le terme. Est-ce que justement ce sont les relations elles-mêmes qui sont en cause ou est-ce que ce n'est pas le modèle fantasmatique qu'on puise, notamment dans la littérature à l'eau de rose, qui n'est pas aussi inatteignable et qui ne conditionne pas à être constamment déçu? Effectivement, on peut faire un travail sur soi-même pour se rendre compte que les romans édulcorés, les romans d'amour sont toujours déceptif parce qu'on se rend compte que à travers les romans qu'on lit, les films romantiques, etc., que c'est très très loin d'être la réalité des choses. Donc il faut être posé, réfléchi et avoir la tête sur les épaules parce que l'amour, comme on nous le décrit dans les romans, avec tout mon respect pour Baudelaire, Stendhal et vous parliez du bovarisme Flaubert, sont loin d'être la réalité des choses. Certes, d'ailleurs Stendhal lui-même avait raillé la littérature de gare que lui appelait littérature de femme de chambre en disant que tout est fait pour amener la lectrice en larmes. Donc Sophia va rencontrer Adam après de multiples déceptions où ses standards un peu surréalistes lui auront joué des tours. Elle va rencontrer Adam via ses activités de vétérinaire. Effectivement, alors Sophia, en plus d'être écologiste et animaliste, elle aime beaucoup les animaux et les protège et elle décide d'en faire
aussi Son métier. son métier à travers aussi sa passion. Donc, elle fonde une association de protection animale et elle ouvre un cabinet de vétérinaire pour sauver le maximum d'animaux. Et c'est à travers cette création qu'elle rencontre Adem qui vient soigner ces animaux. C'est pas tout de suite le coup de foudre. Non, pas du tout, parce qu'il ne correspondait pas à l'idéal qu'elle se faisait de l'homme viril, masculin, cultivé et profond. Néanmoins, et ça m'a rappelé un petit peu Un amour de soi de Proust, même si c'était à l'envers, le fait, l'intérêt et puis la passion que lui vaut Adam va de plus en plus susciter disons son indulgence, et puis petit à petit va susciter en elle des sentiments. C'est-à-dire que parfois, on tombe amoureux de l'amour que nous porte la personne et non plus de la personne elle-même. C'est un peu ce qui est arrivé avec Odette et Swann chez Proust. Merci de rappeler la Madeleine de Proust. Effectivement, Sophia, au premier abord, n'a pas de coup de cœur, pardon. Et c'est à travers les multiples combats d'Adam, notamment celui de changer le monde à travers la protection de l'environnement et du développement durable, qu'elle tombe amoureuse de lui parce qu'elle s'identifie justement à ces combats d'actualité. Hélas, la relation semble bien se nouer, semble partir sur de bons rails. Néanmoins, vient le moment de l'expatriation, puisque Sophia choisit de poursuivre ses études en Occident. D'ailleurs, elle va faire un peu le tour des villes européennes. Mais ce détour-là vous sert aussi à aborder une question qui vous tient beaucoup à cœur, à savoir la question écologique. À travers le séjour de Sophia en Grèce, c'était inévitable si je puis dire, vous nous montrez notamment les dégâts que peut occasionner le tourisme, puisque le touriste, trop souvent, et on l'a vécu aussi en Algérie dans notre Sahara, avec les touristes étrangers qui ne sont pas forcément respectueux de l'environnement, il y a ce problème du touriste qui n'est pas respectueux de l'environnement local. Effectivement, j'utilise cette trame littéraire pour aborder le tourisme vert et l'écotourisme. Donc il faut changer nos modes de tourisme et nos modes de voyage pour faire plus du tourisme en écosystème. Ça veut dire protéger les animaux aquatiques, changer la consommation de produits qui ne sont pas recyclables et aussi utiliser des systèmes d'accueil et d'hébergement qui sont moins polluants, moins consommateurs d'énergie non renouvelable et d'énergie polluante. Alors, Sophia va vouloir activer dans le domaine écologique, justement. Elle va vouloir s'investir dans sa passion. Néanmoins, elle se méfie d'un concept qu'on entend très peu et que vous soulevez dans votre ouvrage, à savoir ce qu'on appelle le greenwashing. Merci beaucoup d'aborder ce sujet. Effectivement, la plupart des multinationales et des transnationales utilisent l'écologie pour redorer leur blason et pour se faire une image écologiste, alors qu'il n'en est pas le cas, parce que le greenwashing, c'est plus un volet marketing et un volet communication qu'un volet vraiment protection de l'environnement et développement durable. Il s'agit d'un concept qui permet aux entreprises d'être défiscalisées et de payer moins d'impôts en utilisant le principe de recyclage, le principe d'énergie non polluante, d'énergie verte, et ce n'est pas du tout le cas en réalité, parce que lorsqu'on s'approche de ces entreprises, on remarque qu'elles utilisent du plastique, qu'elles consomment encore du pétrole, qu'elles utilisent du gasoil et qu'elles ne font rien qui respecte l'environnement. Donc il faut arrêter de se fier aux apparences et aux terminologies, mais plutôt voir l'utilisation exacte de l'écologie et est-ce que sur le terrain, ces entreprises-là respectent vraiment la nature ou pas. Alors, contrairement à beaucoup d'étudiants en général dans son cas, Sophia va décider de rentrer en Algérie pour s'investir dans son domaine et notamment pour s'investir dans l'entrepreneuriat, ce qui est aussi une manière pour vous d'aborder la question de l'entrepreneuriat féminin. Merci d'aborder cette chute. Effectivement, l'imaginaire collectif en Algérie et en Afrique du Nord dit que la réussite est forcément en Occident. Alors que l'Occident n'est plus l'Eldorado que l'on s'imagine. Si tant est qu'il l'ait été un jour.
Effectivement, merci de rebondir de cette manière. Il est possible de réussir même dans son pays natal en s'y donnant les moyens. Et justement, l'entrepreneuriat et la création de petites et moyennes entreprises qui permettent d'avoir un tissu entrepreneurial et de résorber le chômage est un moyen de réussir dans son pays. Il faut arrêter de croire que les exemples de réussite se trouvent en Occident. Il y a plein de contre-exemples qui prouvent le contraire. Donc, il est possible de réussir en Algérie, il est possible de réussir en Tunisie, en Afrique du Nord en général, et d'échouer en Occident. Et j'ai rencontré des migrants quand j'étais à l'étranger, j'ai rencontré des associations qui prennent en charge les migrants, je leur ai parlé, et dans la plupart des cas, les migrants ne trouvent pas de travail. Dans la plupart des cas, les migrants n'arrivent pas à trouver un logement, et surtout, les migrants n'arrivent pas à obtenir leurs papiers. Donc, il faut arrêter d'immigrer à tout prix, sauf si on a en amont un projet qui permette de réussir à l'étranger. Sinon, on est bien dans son pays, il suffit de se donner les moyens de réussir. Il faut déconstruire cette idée selon laquelle la réussite est à l'étranger. C'est faux, ce n'est pas le cas. L'un des points communs de vos deux ouvrages, il y en a plusieurs, c'est que à travers la figure de Barahim ou celle de Sofia, il y a, même si les deux abordent différemment cette préoccupation, il y a cette idée de vivre de sa passion et de s'investir dans ce qu'on aime, et donc de se choisir pour métier ce dans quoi on voudrait passer le reste de son existence. Et ça aussi, ça part d'une réflexion. Il ne s'agit pas seulement de se nourrir de rêves et de fantasmes. Effectivement, il faut être réaliste et savoir que la passion ne nourrit pas forcément son maître, mais on peut y vivre en se donnant les moyens de le faire. Effectivement, dans le roman, Sofia décide de faire de son combat son métier. Il est possible d'y arriver en se donnant les moyens pour y arriver, en faisant des études dans le domaine, en travaillant plus qu'il n'en faut, parce que l'entrepreneuriat féminin, comme vous dites, est très très difficile à affronter parce qu'on est dans un système patriarcal, qu'on le veuille ou non. Donc il faut faire ses preuves plus que d'autres, travailler davantage, et j'appelle ça l'école de la méritocratie. Donc il faut prouver qu'on peut y arriver en redoublant d'efforts et de travail. Vous cassez aussi le mythe en ce qui concerne l'entrepreneur, parce que très souvent, on est attiré par l'entrepreneuriat, parce qu'on s'imagine que contrairement au salariat, on va disposer de son temps à notre guise, on va faire comme il nous plaît, les horaires qui nous plaisent, etc., que limite on va se la couler douce. Et vous cassez ce mythe en montrant qu'au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faudra redoubler de travail et enchaîner les journées de 12 heures. Ce qu'il faut savoir en lançant sa propre entreprise, c'est que les 4-5 premières années, c'est des pertes financières. Ça veut dire qu'il faut partir avec une finance et une économie de base. C'est ce que j'avais fait. J'avais travaillé plusieurs années chez d'autres personnes. J'ai pu avoir une économie pour partir et de l'expérience aussi. De l'expérience, bien entendu, pour lancer mon entreprise. Mais les 4-5 premières années, c'était des pertes. Donc, il faut se préparer à ça. Et même lorsque je rentrais chez moi, je continuais à travailler, je continuais à réfléchir, je continuais à faire des plans marketing, des plans finance pour pouvoir y arriver. Donc, il faut se préparer à ça. Mais c'est le seul moyen de vivre de sa passion. On ne peut pas vivre de sa passion en travaillant chez les autres ou en travaillant pour d'autres entreprises. Alors, on va poursuivre notre exploration de vos deux œuvres, mesdames. Cependant, avec votre aimable autorisation, nous allons opérer un petit intermède musical, puisque c'est le moment de notre minute mélomane, que j'ai bien prononcé cette fois. À tout de suite après le jingle. Pour ce soir, notre aimable équipe a choisi pour vous un morceau de Muslim qui s'intitule At-Tifl li Shiyito. Je vous laisse apprécier.
C'était Muslim avec At-Tifl li shi'tu, morceau très poignant et qui évoque la tuerie et le génocide en cours à Gaza. Et je reviens vers Madame Jamila Al-Hal et son roman Je te pardonne. Nous parlions de la descente aux enfers de Brahim. Oui. Et c'est là que va s'installer une sorte de cercle vicieux où Brahim va tomber en déchéance, va avoir des moments de rédemption, retomber en déchéance. Oui. Et à chaque fois, c'est la narratrice, c'est l'héroïne qui paye les pots cassés. Oui. C'est souvent le cas, malheureusement, dans une société assez patriarcale tout de même. Et c'est d'ailleurs très intéressant que vous vous appuyez. Généralement, quand je parle avec les femmes, elles me parlent plus de la narratrice. C'est la première fois qu'on insiste à ce point sur le personnage de Brahim. Pourtant, il est très important. Certes. Oui, effectivement, parce que c'était lui, une fois qu'elle est sortie du cocon familial, c'était lui son point d'attache. C'était Brahim son point d'attache, c'était vers lui qu'elle se tournait et c'est sur lui qu'elle comptait. Et puis ce point d'attache s'est avéré bien fragile lorsqu'il a sombré dans le monde de la nuit, parce que c'est une véritable déchéance. Le problème n'est pas qu'il a voulu vivre de sa passion, le problème c'est qu'il n'était pas outillé pour, il n'était pas préparé pour ça. Le miroir aux alouettes, là. Voilà, il a été complètement happé, il n'était pas préparé pour ça. Il croyait à un schéma de la vie, il s'est retrouvé plongé dans autre chose auquel il n'a pas su résister. Et bien entendu, c'est elle qui ramasse les casseroles derrière, c'est elle qui doit traîner les casseroles parce qu'il y a une famille derrière après à prendre en charge. C'est une femme qui se retrouve avec cinq enfants qui ont été faits dans des conditions plus ou moins normales. Et donc, elle va effectivement devoir payer les pots cassés. Et c'est là qu'elle va se forcir. Qu'elle va se forcer au point, vous dites, et d'ailleurs c'est aussi l'un des points communs avec vous, c'est la dimension psychologique de l'ouvrage, au point de refouler en elle toute sa détresse, pour finir, et qui va ensuite sortir dans des épisodes de crise nerveuse. Et vous faites dire à la narratrice, nous jetons sur nos mots des couches de silence qui finissent par peser des tonnes, d'où aussi parfois ces épisodes de crise nerveuse qui la jettent en transe. Et qui la mettent en transe. Je crois que ça aussi, c'est un phénomène de société. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à parler des choses essentielles. Nous parlons, nous sommes une société très orale, mais nous parlons de choses peut-être qui ne sont pas ce qui nous marque profondément. Oui, on prend des détours. On prend des détours, mais les choses qui nous touchent profondément, ce qui nous a marqué, ce qui nous a fait mal, nous avons tendance à mettre du silence dessus et peut-être que nous ne trouvons pas les mots. Et elle, justement, en allant vers ça, en essayant de faire parler sa sœur à un moment donné, c'est une véritable thérapie qu'elle met en place. C'est une véritable thérapie qui va les sortir toutes les deux de l'impasse dans laquelle elles se retrouvent. Donc le silence, effectivement, les tabous, le fait de ne pas parler des choses importantes, c'est un fait marquant, je trouve, de société. Et le livre essaye justement de montrer que c'est une chose qu'il faut combattre profondément. Et il faut savoir mettre des mots sur ces mots. Certes. Voilà. Et le fait que la narratrice ne soit entrée dans le mariage un peu comme un enfant saute dans une flaque d'eau. Oui, tout à fait. Et donc, le fait qu'elle n'ait pas de filet de sécurité qui est celui des études, fait que lorsque Brahim va sombrer dans la déchéance, pour faire vivre la fratrie, 5 enfants, elle va devoir multiplier les ménages, puisqu'elle n'a aucun autre... Et vous montrez là aussi cette dimension où le fait de s'engager sans avoir pensé à son avenir va se retourner contre elle, elle va intérioriser tout cela. Vient le décès du père, du patriarche. Et à ce moment-là, là aussi, vous montrez avec beaucoup de subtilité, à travers les yeux de la narratrice, tous les calculs mesquins qui vont s'en suivre, notamment sur l'épineuse question de l'héritage. L'épineuse question de l'héritage, parce que bon, souvent, il y a cette croyance, et tant mieux quelque part que nous avons, de la malédiction. On dit, si je fais autre chose que ce que les parents ont demandé, je vais en subir la malédiction. C'est ce qui va protéger, on va dire, en tout cas Hafsa, la maman, c'est ce qui va la protéger et qui fait qu'elle va garder son toit au-dessus de sa tête, etc. Mais dès que
le père meurt, déjà il y a l'histoire du café qui est Oui. en héritage et que l'un des garçons L'aîné, s'approprie. Mais là, on ne sait pas trop, est-ce que vraiment il s'est approprié de Ou est-ce son que c'est propre gré, légitime? Oui. ou est-ce que c'est le père qui l'a poussé vers ça parce que ses autres enfants n'ont pas pris les choses en main. Mais c'est surtout la maison. Parce que la maison, c'est la sécurité en fait. Elle représente la sécurité. Et cette sécurité, une fois que la maman disparaît, elle devient aussi l'enjeu. Mais avant même que la mère ne disparaisse, il y a Ibrahim. Il y a Ibrahim qui convoite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il va revenir à un moment donné dans la vie de ma narratrice, qui n'a pas de nom d'ailleurs. Il va revenir dans sa vie parce qu'il y a cette convoitise par rapport à un bien matériel. Et tout ça aussi, c'est des choses qui... il lui dit, tu n'as pas d'homme derrière toi, moi je suis là pour te protéger. Parce qu'il y a cette croyance aussi que tant qu'il n'y a pas un homme derrière nous, on est fragile. Mais elle va montrer qu'elle n'est pas une simple chose fragile. Elle va montrer qu'elle est capable de respecter les volontés des défunts, de protéger sa mère, tout en se donnant elle-même les moyens d'avancer dans la vie. Et qu'elle va s'affranchir complètement de Brahim. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que sans lui, elle est perdue. Mais après, on voit qu'elle va s'affranchir totalement de lui. Excellent. Et elle va s'affranchir de lui. Et elle va s'affranchir d'une éventuelle aide de sa fratrie masculine, hein, de ses frères. Elle va voir qu'en fait, il n'y a qu'elle-même. Elle doit compter sur elle-même. Ce qui est terrible Voilà, d'ailleurs. ce qui est terrible. Vous montrez vraiment la dislocation du lien familial qui est en écho à la dislocation du lien social en général. Tout à fait, tout à fait. Et vous montrez aussi, et vous plongez par petites touches successives, puisque tout se fait par le biais du narrateur, qui est en même temps un protagoniste, dans la psychologie des enfants. Oui. Et notamment à travers la figure, l'une des plus frappantes, c'est celle de Cyrine. Oui. Et là, vous montrez comment Cyrine, justement, est une incarnation de la crise de valeur chez un enfant dont les parents sont déconsidérés. Oui. Alors, elle est révélatrice de ça, mais elle est aussi celle qui, par son intransigeance et par son regard lucide, parce que sa sœur aînée a encore un petit peu cet angélisme. Oui, parce que, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai que pour protéger ses enfants de leur père, qui est de plus en plus taciturne et de plus en plus toxique, Et violent, oui. Voilà, violent et toxique, elle va disséminer 2 de ses enfants, son aîné Sofiane chez sa belle-mère et Yusara va finir chez une de ses amies, Salima. Voilà, c'est ça. Et donc Yusara, l'aînée, elle va grandir quand même dans un milieu un peu plus policé, plus raffiné, etc. Il y a une protection, il y a, on va dire, un changement de tutelle en quelque sorte, alors que Cyrine est livrée à elle-même. Et elle a un regard beaucoup plus lucide sur ce qui l'entoure et beaucoup moins angélique. Et c'est par justement son intransigeance, par sa force, par sa détermination et par son courage, parce qu'elle n'a pas peur. Même si elle a au fond d'elle, elle a peur, mais ce qu'elle affiche, c'est qu'elle n'a pas peur. Et c'est ça qui va pousser sa mère à réagir un petit peu plus, à la sortir de sa zone de confort et à prendre des décisions radicales. Et la décision la plus radicale, elle va la prendre quand elle va se rendre compte qu'elle n'est pas en train de voguer sur une plage tranquille, mais que la petite Cyrine, elle tient l'embarcation au cœur de la turbulence et qu'elle ne la laissera pas avancer tant que elle, Cyrine, n'a pas trouvé les moyens d'avancer. Elle cloue sa mère au cœur de la turbulence et la mère en prend conscience, elle sort de sa zone de confort et elle va affronter. Elle va dire les choses et elle va mettre les mots sur les mots. Et c'est quand elle va commencer à parler, quand elle va commencer à se débarrasser de ces couches de silence qui ont englouti la famille sous les secrets, sous les tragédies larvées, c'est quand elle va parler que la situation va se décanter et que les solutions vont apparaître. Et vous montrez aussi que dans ces drames, les enfants sont les premières victimes. Et là encore, j'allais dire sans pleurnicherie, je cherche un mot un peu plus subtil, c'est-à-dire, de manière très subtile, vous montrez à travers un simple exemple, qui est celui de Mourad, qui veut faire du judo, qui veut donc s'offrir la tenue, le kimono, et qui va faire des petits boulots en marge de l'école, qui a hérité de la belle voix de son papa,
qui vend des mouchoirs en papier tout en chantant et c'est plus le chant Oui, qui attire les clients que la qualité Oui. de ces mouchoirs. oui, ouais. Mais à travers cette simple anecdote, et il n'y a pas de commentaire de la narratrice, Non. mais vous montrez comment les enfants, dans ces cas de figure, sont précipités dans une maturité précoce Oui. qui n'a rien de joyeux et qui les rend adultes avant l'âge. Et puis ils ont un regard différent parce que la maman, elle voit le fait de monnayer sa voix comme un mimétisme du père et donc elle a peur. Elle a peur que l'enfant suive le chemin du père. Alors que pour lui, non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Moi, je fais ça parce que tout le monde fait un petit boulot. Pourquoi pas moi? Oui. Tu Et puis devrais en être fier. je veux te Voilà. décharger d'une dépense. Pourquoi tu prends les choses comme ça? C'est-à-dire qu'il a un regard beaucoup plus calme, beaucoup plus serein sur et puis il trouve le moyen de s'en sortir tout seul, tout simplement. C'est-à-dire elle va donner une profondeur tragique Oui, à un événement que lui, il prend avec beaucoup plus de simplicité. parce qu'il n'a Voilà. pas les biais cognitifs qui mènent vers la névrose. Voilà, tout simplement. Voilà. On va justement parler d'une autre dimension de votre ouvrage. Cependant, si vous permettez, je reviens vers Madame Sakina Silia Lateb pour cette fois-ci, après les chemins raisonnés, parler justement d'écologie et de l'écologie non pas comme simple posture, mais comme rapport au monde, à travers ce guide de cosmétiques naturels. Au titre, tout cela peut paraître un peu superficiel, cependant, c'est toute une hygiène de vie que vous nous proposez dans cet ouvrage. Effectivement. Alors, c'est un travail de vulgarisation scientifique. De par ma première fonction qui est celle de biologiste, je suis titulaire d'un master 2 en biologie. J'ai fait un travail sur le terrain avec les consommatrices des produits de beauté, des produits d'hygiène et de produits de soins. Alors, les cosmétiques, ce n'est pas uniquement le maquillage, le rouge à lèvres, avec tout mon respect pour les femmes qui les utilisent. Évidemment. C'est normal, c'est pour avoir davantage confiance en soi, c'est de l'esthétisme. Il y a aucun problème à cela. Mais je parle aussi des produits d'hygiène, shampoing, savon, etc. et de la dermocosmétique, qui est tout ce qui concerne les soins qu'on utilise pour soit se soigner la peau, soit se nettoyer la peau. Donc, j'ai remarqué en faisant ce travail sur le terrain que les femmes n'avaient pas les bons codes et les bons modes d'emploi et les bons réflexes en achetant leurs produits. Donc, déjà, elles achètent leurs produits en vrac chez les vendeurs à la sauvette, ce qui est très très dangereux parce que ces produits-là ne sont pas du tout tracés, il n'y a pas de traçabilité et surtout, il n'y a pas de bonnes conditions de fabrication. Donc, il faut arrêter d'acheter les produits qui ne sont pas conformes et les produits qui ne sont pas tracés avec code barre, etc. Et aussi, il faut vérifier les ingrédients qu'il y a à l'intérieur des produits qu'on achète, même en pharmacie. Tout ce qui est parabènes, tout ce qui est quinone, tout ce qui est aluminium sont toxiques, sont cancérigènes, provoquent des dermatoses, provoquent des allergies et peuvent même provoquer chez certains consommateurs la perte de la vue parce qu'il y a certains produits qu'on met à l'intérieur des muqueuses, à l'intérieur de l'œil, qui peuvent nous rendre aveugles. Donc, il faut faire très très attention et être vigilant. Et aussi, ça contient des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont très très dangereux parce qu'ils provoquent notamment le cancer, la stérilité, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes. Il faut arrêter de croire que les produits de beauté sont uniquement utilisés par les femmes. Même les hommes utilisent du gel, utilisent des shampoings, etc. Donc, mon travail s'adresse tout aussi bien aux femmes et aux hommes. Et par la suite, en me rendant compte qu'elles n'avaient pas les bons modes d'utilisation, j'ai essayé de proposer une alternative naturelle pour revenir à ce qu'utilisaient nos grands-mères et nos aïeuls auparavant, avec des produits, des ingrédients sains issus de la nature. Issus de la nature, ça peut être issu du règne végétal comme les plantes, les épices. Ça peut être issu du règne minéral comme par exemple le sel, le bicarbonate de soude. Et ça peut être issu du règne animal comme les huiles animales. Non saturées et non trans, s'il vous plaît, parce qu'elles sont toxiques. Donc je propose, après avoir énuméré tous les effets secondaires des
des produits industriels, je propose des recettes à base d'ingrédients sains et naturels. C'est écologique, c'est bon pour la santé et c'est aussi économique. Ça veut dire que ça ne va pas ruiner le portefeuille des consommateurs. Justement, il y avait cette contradiction, parce que très souvent, on nous recommande, à juste titre, il n'y a pas de problème, hein, d'éviter l'hyper-transformé, que ce soit dans la nourriture ou dans le cosmétique ou quoi que ce soit, d'éviter l'hyper-transformé, l'hyper-industrialisé, d'essayer, tant que faire se peut, de consommer bio. Néanmoins, on se rend compte aussi que parfois le label bio, comme le greenwashing, est aussi un moyen de surfacturer quelque chose qui ne devrait pas être aussi coûteuse. Et donc, vivre écologique et consommer écologique devient presque une forme de distinction sociale et relève plus du snobisme que de la véritable hygiène de vie. Merci pour cette pertinence. Donc, effectivement, le bio ne coûte pas forcément plus cher. Donc le bio, comme vous le dites, c'est juste une marque et un label. Donc vous pouvez consommer des produits bio qui normalement devraient coûter moins cher. Certes. Parce que c'est issu de l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique qui n'utilise pas de pesticides et qui n'utilise pas d'engrais industriels, normalement ne devrait pas être aussi onéreuse. Parce qu'elle se contente du peu. Elle se contente d'utiliser des moyens qui sont naturels et qui sont issus du développement durable. Donc normalement, ça ne devrait pas coûter aussi cher. Donc on vous vend la marque, on ne vous vend pas le bio en réalité. Le label, oui. Voilà. Et s'il vous plaît, si vous permettez, il faut faire la différence entre le naturel et le bio. Donc le naturel, c'est tout ce qui est issu de la nature, végétal, minéral, animal. Mais ça peut être contaminé par des pesticides. Ça veut dire que c'est issu d'une agriculture conventionnelle, mais qui n'est pas forcément bio. Le bio, c'est issu du naturel, de l'agriculture naturelle, mais du règne animal et du règne végétal et du règne aussi végétal, mais c'est bio. Ça veut dire que ça n'utilise pas des engrais industriels, ça n'utilise pas des pesticides, ça utilise tout ce qui est engrais naturel, du compost, du fait maison, de tout ce qui est issu de notre consommation quotidienne. On peut très bien utiliser des engrais qu'on fabrique à la maison. Alors on va justement, puisque vous avez parlé de fabrication maison, on va parler terroir, on va aussi parler littérature et style en guise de conclusion. Néanmoins, avec votre aimable autorisation, cette fois-ci c'est le moment de notre intermède littéraire avec notre livre de chevet. À tout de suite après le jingle. Après Leve Palestina, qui est un recueil collectif, je vous propose pour ce mois de découvrir ensemble L'Olivier en deuil de Fatima Maawiya, magnifiquement illustré lui aussi par Fawzi Maawiya. Et je vous propose d'emblée de découvrir la dédicace qui est en vers. À toi Palestine, terre à vif, fondation du prime champ, champ de tir à l'assaut de l'olivier nutritif et des moineaux pris en otage, mis en cage, privés d'air. Qui de la rivière à la mer, en dépit de l'abattage et de la taille sauvage, d'âge en âge, soldats du jeu, soldats du jour nouveau, de toutes leurs griffes s'accrochent à ton terreau, à tes rivages. À toi, Palestine, racine poésie, que la peste noire et brune, la peste brune c'est-à-dire le fascisme, que la peste noire et brune assassine à ciel ouvert, et dont les terres, nids, bébés, écoliers, père, mère, monts, collines, plaines, oliviers, printemps, été, sous enclume, éclatent rimes ensanglantées dans ma poitrine. Très belle dédicace de Fatima Maawiya dans ce recueil L'Olivier en deuil, magnifiquement illustré par Fawzi Maawiya, que je vous propose de découvrir et d'acquérir car tous les bénéfices seront reversés au profit de Gaza. Très bien. Je reviens vers mes chers invités et vers Malika Rahal pour le mot de la fin. Jamila Rahal, pardon. Je vous prie de m'excuser. C'est une cousine. Malika Rahal, c'est une cousine. Ah oui. C'est l'historienne, oui, Oui, voilà, c'est que nous saluons. Voilà. Je reviens vers Madame Jamila Rahal pour, d'ailleurs on n'est pas très loin, c'est toujours la littérature, Oui. pour son roman Je te pardonne. D'ailleurs, vous avez fait aussi, vous êtes intéressé à l'histoire dans Tu es plus libre que tes geôliers. Oui. Donc, on va parler cette fois-ci de style. On va vous suivre un petit peu dans votre atelier d'écriture. Le style de votre narration Oui. est très simple.
Oui. En arabe, on appelle ça un peu sahl al-mumtani'. C'est-à-dire, et en vous lisant, on retrouve sous votre plume, dans un français très rigoureux, simple, chatoyant, facile à lire, néanmoins très rigoureux, on retrouve sous votre plume des expressions du terroir. Oui, toujours. Et vous les restituez avec un naturel. On a presque l'impression, en lisant une graphie française, Oui. d'entendre l'expression en arabe dans la tête. Oui. Alors, il y a toujours deux registres d'écriture dans mes romans. Lorsque je suis sur des scènes, on va dire, une description d'un paysage ou de l'histoire, etc., je suis sur le français, comme vous dites, rigoureux, etc. Mais dès que je suis dans des scènes intimistes, j'ai cette façon de faire qui est de penser la scène en langue arabe, en dialectal. Alors que ce soit pour le premier roman dans le terroir tlemcenien, donc je la pense en dialecte tlemcenien ou nédromi, et je la restitue ensuite, je fais une transcription vers le français. Et dans ce roman, puisqu'il se situe dans la ville d'Oran, je pense en orané. Je pense en orané et je transcris ensuite en français. C'est comme ça que je procède. Et ça me donne une proximité, je trouve une vérité par rapport à mes personnages. Parce que je ne suis pas pour le fait de mettre dans la bouche de ces personnages des envolées lyriques, des choses très compliquées. Des tirades invraisemblables. Voilà, des tirades invraisemblables qu'ils n'ont pas dans la réalité. Parce qu'en fait, on utilise des mots simples, un langage simple, etc. Donc pour moi, c'est une façon de me coller à mon personnage que de procéder de cette manière. Et de toute façon, je le fais de manière naturelle, presque sans y penser. Donc ces scènes dont vous parlez, en fait, elles sont pensées en arabe dialectal, et elles sont ensuite transcrites en français, contrairement au reste du roman qui est directement pensé et écrit en français. Oui, je me suis retrouvé entre quatre murs et les murs m'ont frappé. Oui. Oui, les murs m'ont cogné. Oui. Voilà, l'endurant vient à bout du méchant. Oui, tout à fait. On reconnaît ça en matériel de Rabih. Oui. C'est magnifiquement restitué. Merci. Et on pourra découvrir cela dans Je te pardonne de Jamila Rahal. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous, Jawad. Un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. On a parlé terroir avec la langue, le travail sur la langue et le style. En ce qui concerne le terroir, vous aussi, Sekine Asilia Lateb, vous n'êtes pas en reste, puisque vous avez aussi publié un recueil de proverbes et dictons kabyles où, vous me l'avez confié hors antenne, vous aviez ce souci de sauver, ou du moins de restituer cette tradition orale par l'écrit afin de la conserver. Effectivement, donc la culture amazigh est orale, principalement. Donc pour laisser une trace aux générations futures, il va falloir la transcrire. C'est ce que j'ai fait à travers ce recueil de contes et de proverbes kabyles, amazigh. Il y a aussi du darja, et j'ai aussi fait le tour de certains pays africains pour récolter ce travail de contes et légendes. Et donc j'en parle dans un français très très accessible, parce que mes principaux lecteurs sont des enfants, donc comme les ouvrages pédagogiques et scolaires ne suffisent pas, donc je propose aussi cet ouvrage pour qu'ils puissent améliorer leur français. Donc je donne un sens figuré et un sens propre. Comme ça, je leur permets d'avoir une utilisation sur le terrain du proverbe et du conte. Et aussi, je transmets certaines cultures et mœurs. Et j'essaye de supprimer tout ce qui est ancien, archaïque et qui ne sert pas trop notre culture. Donc, j'ai parlé à des personnes âgées qui m'ont donné leur savoir-faire et leur savoir-être, et j'ai aussi donné une morale à travers ces livres pour éduquer la jeunesse et pour leur apprendre tout modestement le sens de la vie. Alors, c'est destiné à la lecture pour les enfants. Néanmoins, on le sait tous, les premières lectures des enfants en tant qu'initiation sont d'abord choisies par les parents. Donc, c'est aussi un ouvrage qui peut être lu par le parent pour l'enfant. Effectivement, pour les parents désireux d'apprendre la langue autochtone et les langues autochtones, je parle bien des langues autochtones, c'est aussi un travail à faire, et pourquoi pas
diversifier leur dialecte et à connaître beaucoup de langues. Pour apprendre une langue, il faut déjà maîtriser d'autres, pour paraphraser un certain philosophe. Donc, pourquoi pas aussi pour les parents qui me donnent d'ailleurs un très très bon retour sur le livre, parce que le français que j'utilise est vulgarisé, accessible, et ça permet aussi aux parents d'enrichir leur vocabulaire pour le transmettre aux enfants. Eh bien, on pourra découvrir cela dans Proverbes et Contes kabyles. On pourra aussi prendre soin de soi naturellement et de manière saine avec un guide de cosmétique naturelle. Et puis surtout, on pourra réfléchir sur les chemins raisonnés avec Sophia, la bien nommée. Tout cela sous la plume de Sakina Silia Lated. Merci encore d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci encore Jamila Rahal avec son très beau roman Je te pardonne. Je rappelle aussi le roman historique Tu es plus libre que tes geôliers. Et puis les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis, d'avoir été en notre compagnie. Inch'Allah, kun nakhfaf alaykoum. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt.